Petit 4. Bien sûr, James écrit beaucoup. Il ne se limite pas aux romans, essais ou nouvelles. Il se permet aussi de publier des articles d'actualité. À ce sujet, à peine son récent article posté sur un réseau social, il est lynché par le magazine de la maison de Naf. La critique au vitriol l'attaque dans sa chair. Elle insiste sur son poids, les 130 kilos de James. Il veut se défendre, mais il ne parvient pas à trouver les bons mots pour répliquer à ses détracteurs qui, en réalité, ne font que montrer leur jalousie de le savoir rafler en l'espace de 3 ans et pour la 4e fois la mise du jeu de hasard régional. Tellement jaloux qu'ils ont dénigré sa personne physique et c'est piteux. Petit 5. En parallèle, Naf ne tient pas sa promesse de lire de sitôt le dernier texte de James. Je pense que la 4e de couverture l'a fâchée. Elle, la fille mince, squelettique. En effet, pour James, sur cette 4e, le net humain, avec la complicité du coach de mode, fait défiler les cheveux en poupe sur un podium éclairé par des néons colorés, les sœurs d'Alice en tenue d'Ève. Il ne les vêt que d'un chapeau borsalino et de talons. Il prétend communiquer de façon bien artistique, sentimentale, paraît-il. James, émoustillé, relève un plaisant malentendu. C'est dans toutes les bouches la communication par les tenues vestimentaires d'ici et d'ailleurs. Des programmes lourds, chers et chiants nous sont proposés à la télévision chaque dimanche, chaque vendredi. Ils nous font étalage de femmes, d'hommes soi-disant indésirables, que l'on pousse à dénicher à n'importe quel prix une solution miraculeuse. Ils les aideront à reconquérir leur capitale confiance évanouie à cause d'un maquillage mal choisi, de cheveux en bataille ou frisés, d'un pantalon mal repassé. Alors des spécialistes accourent comme Pasteur au secours d'un enfant menacé par une mort quasi certaine par la faute d'une morsure de chien enragé. Ils déroulent une marmelade de propos réconfortants, gorgés de floutes techniques esthétiques. En terrain conquis, ils promettent le retour de la sérénité, le recouvrement de la dette du bien-être pris en otage, mis sous scellé à cause d'un corps mal entretenu, d'une dépression issue de la perte de repères existentiels, d'un déménagement brutal, loin de la terre de l'enfance, exils intérieurs et extérieurs réunis. James, masse musculaire de 130 kg, ne nécessite aucun relooking. Le mot est lâché. Il est beau par essence. La nature l'a doté d'une bonhomie joyeuse. Tout vêtement porté ne le rend ni plus moche ni plus beau. Son charme reste égal à lui-même. James ne nécessite nulle retouche esthétique. Pourtant, Alice le pousse à franchir le seuil du portail principal ou la porte dérobée de la télé remontante. La télé capable de lisser les apparences. La télé capable de vous restituer la beauté de vos années phares d'autrefois. 2 ans auparavant, Alice a tenté le coup de pinceau. Du coup, elle a repris confiance dans ses capacités. Elle ne mange plus de frites ni de crêpes au chocolat à minuit. Elle ne dort plus après 22 heures. Elle ne reste plus devant la télé plus de 25 minutes. Sereine,
Elle nage dans le bonheur depuis son union corps et âme avec James. Il la comble dans tous les secteurs. Mais, insatisfaite par nature, elle exige toujours plus. De fil en aiguille, la semaine dernière, elle l'a prié de voir son esthéticienne à elle, pour le forcer à renouveler sa garde-robe à lui, à couper sa chevelure d'Indien. Alice brûle d'impatience de participer à l'éclosion du nouveau James. Elle l'attend comme toute la France, la Chine et les grandes surfaces attendent les fruits de saison. Alice a déjà pris rendez-vous. James, angoissé mais serein, ira à la consultation esthétique. Qui vivra reverra James métamorphosé à la bonne heure. Petit 6. Bonjour, le nouveau James, relooké, frais. Même sa voix, d'habitude grave, m'a paru ramollie quand il m'a parlé ce matin au téléphone. Guillemets. Joé, j'ai embelli. Je pense faire courir derrière moi toutes les filles célibataires mariées de l'avenue des Souris libres. Fin de guillemets. Il paraît, à l'entendre se vanter, lui, qu'Alice lui est tombée dans les bras, tellement folle qu'elle exigea de la production télé d'arrêter la caméra, évacuer le salon de réception, où l'on accueillait le podium, et les proches des patients sortis de l'ombre vers la lumière. Comme il sentait beau et bon! Alice tirait James vers le canapé rouge en coin. À peine enlacé en boule, James repoussait Alice, bien que ce soit délicatement. Ses yeux étaient tombés sur un bouquin de Naff qui torture James, jaloux de sa récente équation française à elle. Ne serait-ce pas un plagiat du récent livre de Yasmina K ou l'équation africaine? James, le lendemain, a relancé Adeline, l'assistante de Naff. Il n'a pas eu du tout honte de lui adresser une carte postale pour la convaincre de le publier. Guillemets. Avez-vous lu mon texte? Fin de guillemets. Surtout, il voulait lui démontrer qu'il maîtrise très bien cette langue française. Alors, elle devrait défendre sa cause auprès du comité de lecture de La Frimousse et la Plume. Chapitre 7, petit 1. Quelques jours après ces échanges, James entame un chapitre, une préface au livre de son camarade, un globe trotteur, du prénom de Louis. Il y rappelle que le net humain organise sa boum au retour du jour de sa tendre naissance. Il s'en amuse pour oublier le temps d'une bougie, sa condition d'espèce née pour mourir. Il en profite pour inviter amis, proches et collègues. Ah non, il ne fait pas le point sur sa vie après une année de trop. Oui, il est vraiment très heureux de vivre l'instant présent à fond. La mort, il sait. Elle l'attend quelque part un jour, un soir, dans un virage. Elle l'attend, une aurore à midi, lui étouffé par un quartier de clémentine coincé dans sa gorge. Il le sait. Depuis son premier cri effrayant. On le lui a répété souvent. Fais gaffe, sois adroit et droit. Respecte ton prochain, tes frères et sœurs, tes parents, tes voisines et voisins, tes grands-parents, les chats, les moutons, tes instituteurs, les mendiants. Ce beau monde te distribuera des points.
Le solde cumulé, positif ou bien négatif, mais jamais nul, t'ouvrira selon le cas les portes du paradis ou le gouffre de l'enfer. Fin de guillemets. Ce solde est décompté quand le net humain, comme on dit, rend son âme et quitte le monde des vivants. À partir de cet instant, on parlera de lui à l'imparfait de l'indicatif. Pour ces raisons, James oublie sa condition bien triste et fragile. Alors il vit à fond les choses et le voilà lucide, ravi de semer les valeurs de la paix et de l'amour gratuit, cher à son ancêtre algérien du temps de l'Empire romain latin, Saint Augustin. Petit 2. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident en termes d'esthétique dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, force est de constater que de temps en temps, à Fred, comme à James, à Mademoiselle Alice, en un mot, comme au commun des mortels, viennent des bribes d'un dialogue entre deux faces d'une même pièce, une face de bonne foi, une face de mauvaise foi. Voyons James et sa face tachée de mauvaise foi. Eh bien, celle-ci tente de salir Naph, l'auteuse de la servante de la suite électorale. Rendu méchant par cette mauvaise foi, James se pose des questions qui attendent des réponses précises, des vérités, des précisions impossibles à collecter sans l'aide d'un journaliste d'investigation. Elle fouille dans le passé intime de Naph et dans le rôle joué par son père à elle, quant à l'éclosion de la fiction précoce de Naph. James la soupçonne de ne pas écrire ses textes à deux mains. Son père, selon James, mettrait la main à la pâte. Autrement, la fillette de 16 ans n'aurait pas été apte à se mettre dans la peau d'un homme de 45 ans, le héros de sa servante de la suite électorale. Justement, le père de Naph eut 48 ans pile à la sortie de cette saga, ce grand succès de librairie. James, non seulement soupçonne le père d'être les troisième et quatrième mains de sa fille, mais il va, escaladant une marche de plus, il soupçonne la grande sœur d'être les cinquième et sixième mains de Naph. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, James pousse sa paranoïa assez loin. En effet, il informe le lecteur sur l'existence de petites mains butineuses bien cachées. En fin de compte, il attribue au moins 18 mains qui auraient été copieusement au service de la composition de la servante de la suite électorale. James conclut, Naph se contente de recoller les morceaux, loin de laisser sa propre plume matérialiser le libre cours de l'imagination de cette superbe écrivaine venue de nulle part, en train de rafraîchir la littérature de la place de Paris. C'est incontestable. Elle est en train de rajeunir la scène littéraire de Paris, vieillissante. Les thématiques de son best-seller le prouvent. Petit 3. C'est officiel. Une preuve est apportée sur le plateau de La Virgule de Léa. L'invité James a présenté son nouveau bouquin titré Pudeur de gazelle. Ce dernier cite deux professeurs espagnols de Stanford qui auraient cité Descartes. Ils auraient puisé dans le songe célèbre du père d'une théorie dite cogito-cartésien, que je cite de mémoire,
Je pense donc j'existe. À suivre James, épaulé par ses deux mathématiciens, Descartes aurait relevé une similitude parfaite. Il parle de isoparodie entre les deux trames sur lesquelles ces deux chefs-d'œuvre avaient été bâtis. Quand Léa a demandé à James de citer le titre exact de la publication de Stanford, James oriente les téléspectateurs et les téléspectatrices vers Pudeur de gazelle, son propre livre. Léa stoppe l'interview. Je veux du vrai. Les ragots, ça suffit. Mes 7 millions de téléspectateurs veulent des preuves. Mes 2 millions de followers sur les réseaux sociaux aussi. Mais James ne s'en laisse pas compter. À peine 3 jours sont-ils passés, il a riposté dans un long mail et bien argumenté. Elle aussi lui répond dans ce SMS bien clair, guillemets. « Cher James, tu as gagné. Je suis prête pour te revoir. Fixons notre entrevue pour lundi prochain. Jardin des Vosges, quartier de Beaubourg. » James lui propose le bistrot Hélium. Le jour convenu, un bouquet de fleurs dans la main gauche, il arrive 10 minutes en retard après Léa. Maintenant, Léa et James ont fini de boire leur thé, accompagné d'un clafoutis aux cerises pour James, une belle tarte aux pommes de Sicile pour Léa. Une fois en dehors du café Hélium, Léa stoppe James. « J'ai réfléchi à tes révélations. Vous acceptez de convaincre vos followers? Les convaincre de quoi? Que Cervantes a plagié les 1001 nuits. Oublie d'associer Cervantes à la fin de ton livre. Pourquoi? Dans ton inconscient, tu veux donner l'illusion d'un roman difficile à lire à ses débuts, pour ensuite faciliter sa lecture à ton public à partir du chapitre 20. Pour ce faire, tu as lancé une intrigue amoureuse, inattendue de prime abord, impossible à se nouer entre un célibataire et une roturière, celle-ci née dans une république soviétique. Petit 4. James a été séduit par Alice. J'ai été séduit par Mercedes du Guatemala. Aussitôt que je l'ai désirée, je l'ai choyée et ensuite elle a disparu. Déjà 3 semaines que Mercedes ne répond plus à mes appels téléphoniques. Où peut-elle être en ce moment? Chez ses parents adoptifs du côté de l'Azive, la terre d'enfance de James? Peut-être est-elle allongée sur un divan de psy? Et si, une longue séance d'hypnose, elle ne se réveillait pas? Et son absence frétillante m'envahit. Dès lors, moi, paralysée, elle scotche mon esprit sur un mur comme une mouche écrasée, tachant petitement de sang rouge vif le blanc clair du mur, à la différence près que mon esprit, même assommé, continue de se remuer. Là-bas, sur le mur tacheté où l'insecte cesse d'être, moi, là-bas, à mes confins, je sais reconquérir mes esprits. Je ne cesse pas d'être. Virevoltant, je sais rebondir, revigorer, afin de parer les ondes négatives des esprits maléfiques. En attendant le retour de Mercedes, je renouvellerai ma garde-robe à gaver de jeans taille basse. Il paraît qu'il donne plus d'élégance. Du coup, je me consacrerai à ma tenue vestimentaire en prévision de ma proche séance de casting photo.
Alors je nage dans ma bulle showbiz. Ravi, je sillonne les allées des boutiques de prêt-à-porter sur le net. Je choisis des jeans, des écharpes, des chemises fleuries avec col relevé, des chapeaux de différents coloris, encore des écharpes, des tricots col en V, des ceintures, des costumes, des chaussures de faux cuir à dire vrai et de contrefaçon. À la fin, j'enregistre tout et hop, j'envoie le papier cadeau à mon coach relooking. En attendant le retour de Mercedes, je lis le dernier texte de Naf, son équation française. Selon la presse spécialisée, ce bouquin, un essai, ressemble à l'équation anglaise publiée par Kate Taylor, qui a passé au peigne fin le calme des banlieues anglaises. En tout cas, les deux équations sont en train de mener deux succès parallèles. En tout cas, l'une ne gêne pas l'autre, c'est logique. L'une, écrite à la base sur un bloc-notes dont... Oula, oui d'accord. Sur un bloc-notes, point, sur la première de couverture, est imprimée à la gloire de Marianne. Point. La seconde, née sur une centaine de Bristol, met à nu un empire bâti sur des castes pour acheter la paix sociale. C'est clair. Le remède n'est pas le même, et James approuve. Petit 5. En attendant Mercedes, je lis les deux équations, anglaise et française. Entre-temps, une idée a germé dans ma tête. Elle pose une troisième équation relative au pays des parents de la nouvelle muse de James, la remplaçante de mademoiselle Alice, qui a quitté Paris et James. Celui-ci lui a substitué Rime, dont la mère, de Tipaza la Romaine, est journaliste, et le père jardinier. Cette Rime dégage un charisme hypnotisant. Hier, au cours d'un chocolat, je l'ai sollicité pour mettre en équation sa seconde patrie, la belle, l'ensoleillée Algérie. En lisant la presse du net, Rime apprend. Le peuple algérien serait en train de souffrir le martyre, perdre ses libertés, son pouvoir d'achat. Cette presse du net s'étonne de ne pas le voir se révolter à l'image des peuples fort indignés du pourtour méditerranéen. À suivre cette presse nette, pas du tout nette dans ses analyses, à peine 200 grands patrons seraient en train de tenir le pays des parents adoptifs de Rime par le bout de la lorgnette. Et ce seraient eux qui font la pluie et le beau temps. Rime soupçonne les puissances nucléaires de soutenir le pouvoir en place. Mais quelle preuve détiendrait Rime à ce sujet? Ne serait-ce pas que des fake news à la mode? Petit 6. James a beau haïr Naf, on ne peut lui enlever à elle un mérite, celui d'avoir rapporté, lucide, que le net humain, même vénéré et demi-dieu et savant, jette vite l'éponge devant certaines situations. Alors il ne se prend pas pour un dieu ou bien un docte savant, il revêt son humilité devant les couacs forts majeurs de ses œuvres. Dépassé, mis devant le fait accompli, il reconnaît humble son immaturité. Celle-ci, généralisée à tous les domaines, se voit en famille, en science, en amitié, en vie, en mort, en religion, en gastronomie, devant la maladie, la santé,
la beauté, la laideur, la bonté, la méchanceté, l'amertume. Cette immaturité chez le net humain se constate devant l'échec, le succès, en période de paix ou de guerre, avec ses parents, ses enfants, ses voisins et voisines, ses institutrices et instituteurs. Le net humain persiste dans sa modernité immature. Il fatigue les passants et les passantes, les lecteurs et les lectrices, les auditeurs et les auditrices, ses collègues, ses admirateurs, ses admiratrices, ses voisines. Le net humain trompe. En retour, on le trompe. Chacun sa dose. Naf voit juste. James l'approuve, malgré lui. Comme j'admire l'honnêteté intellectuelle de James. Lika serait en train de le changer. Chapitre 8. Exergue. La plupart des peuples ont tendance à croire qu'ils sont le centre du monde et que leur culture est le pivot de l'histoire humaine. Beaucoup de Grecs croient que l'histoire a commencé avec Homère, Sophocle et Platon, que toutes les idées et inventions importantes sont nées à Athènes, Sparte, Alexandrie ou Constantinople. 21 leçons pour le XXIe siècle de Harari. Petit 1. En attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, disséquons une facette sombre du net humain. Laissons Naf s'exprimer sur ce sujet. Elle est en train de rajeunir la scène littéraire parisienne, scène très vieillissante, fermée, un entre-soi cloisonné, coincé, sur bien des thématiques et des clichés obsolètes que cette vieillotte scène refuse de remettre en cause. Écoutons Naf, lisons-la. En terrain conquis, l'humain actuel, selon Naf, incapable de s'arrêter en si bon chemin, trompe. En retour, comme monnaie de sa pièce vipère, il est trompé. Il se jette dans la gueule du loup à la hussarde. De temps en temps, il est enclin à redouter ses propres armes, son scalpel intellectuel, son charme, son intelligence, son savoir-faire, sa force obtuse, sèche, de frappe communicationnelle, sa combativité, son savoir-être, son hypocrisie émotionnelle, sa poésie commerciale, publicité séductrice, gentillesse au bout du fil, générosité, compassion de façade. En un mot, le net humain finit toujours par revisser sa tête sur les épaules et par jeter l'éponge des coups bas machiavéliques. Il cesse de nuire d'abord à sa personne en son cercle restreint. Par la suite, il cesse de nuire aux autres, à la faune, à la flore. Naf de persévérer. Pour elle, le net humain juge le net humain, sans concession. En effet, certains frères de James, certaines sœurs modernes de Mademoiselle Alice, tout ce beau produit hautement digital a peur des sévices de l'humain connecté aux médias sociaux. Satisfait, James emboîte le pas à l'auteur de L'équation française, Naf. Mais il regrette de voir l'homme moderne
implacable, châtier autrui férocement, oui, de façon féroce, étant donné que ces châtiments sont excessivement non justifiés à comparer avec les souffrances promises dans les livres visionnaires, dits saints. À mon tour, moi, Joey, d'emboîter le pas à Naph et James pour constater ceci. Le net humain, bien excité, peut se montrer méchant vis-à-vis du net humain, mais il lui arrive aussi de mettre en avant sa force angélique. Miracle. La méchanceté, au moment le plus inattendu, nourrit plus le net humain que son angélisme. Longtemps terré dans son clapier sombre, à se préoccuper de son nombril imberbe, le net humain vexé sort la tête de l'eau. Il combat enfin son anéantissement et ses pulsions suicidaires. Il reprend goût à la vie sociale. Il vainc son sentiment de culpabilité, d'être constamment la mauvaise herbe de trop pour sa tribu, sa famille, ses collègues, voire la planète, par une sorte d'effet papillon. Comme poussé par un instinct de dernière survie, il se fond dans la foule des badauds, contaminé par la joie ambiante de la foule accueillante. Conscient à nouveau de son déchirement intérieur caustique, inutile, le net humain, foudroyé positivement par une foule bienveillante à son égard, cesse d'être le mouton malade, égaré en forêt, délaissé par le troupeau. Il devient soucieux de l'intérêt général. C'est le cas de James. Il m'appelle ce midi, guillemets. Joey, si je pouvais être transparent entre ma maison et mon bureau, je ne distillerais aucun mal. Je ne serais la cible d'aucun tort. Fin de guillemets. Sacré James va, un homme noyé dans la jungle sèche des rapports humains urbains. Nous sommes toujours à Paris, parmi les contemporains de James, ne l'oublions pas. Un tel homme donc, que peut-il inventer pour sortir la tête d'une eau de plus en plus boueuse et polluée? Comment s'en sortir? Se battre, rendre les coups avec ses propres moyens du bord, terre à terre? Bien sûr, les intellectuels, les penseurs, les mystiques, les fous, les poètes, les marginaux et assimilés comme tels n'ont qu'une issue viable, cogner, sans faire aucun mal alentour, se réfugier dans les nimbes de la méditation hirsute et du trépas philosophique, thérapeutique. En face, James, lui, cultive un anonymat solitaire en distribuant par exemple des duvets, des cafés chauds la nuit aux sans-abri de la place Clichy et des alentours, distribution en cachette, sans micro, ni caméra, ni publicité. En attendant donc ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'Orient et l'Occident, en termes d'esthétique, dans la narration des légendes, en attendant la confirmation de cette parodie ou de ce plagiat, dis-je, écoutons les envolées discursives de James. Il veut protéger les sœurs d'Alice, en train d'être désirées, sans être ni aimées, ni respectées. James les soupçonne d'être les victimes d'un héritage qui fait de la femme le facile repos du guerrier malgré les récentes luttes féministes. Quand James surprend le net humain
qui se vautre dans la bêtise, cela lui fait mal. De même, quand il entend ces discours lumineux sur la vocation et le souci de l'intellectuel contemporain qui souhaite bannir le bas mensonge dans ses propos, et aussi quand il entend la jonglerie psychologique, James sait pertinemment que tout ce papotage n'est que radotage ou convoitise de quelque future médaille de l'ordre du mérite. En effet, 20 ans auparavant, il avait mis une confiance indéfectible dans le net humain, censé être maître en psychologie des foules. Force est de constater qu'il n'exerce finalement son génie que pour vendre un galimatia noir d'éclairs de génie enrhumés, une bouillie pour chat, ou, je reprends, une bouillie pour chat ou ses idées pondues sur du papier recyclé. Petit 3. En attendant ces révélations sur ce mensonge littéraire le plus gardé, relatif à l'union éventuelle sacrée entre l'exotique Orient et le bel Occident, en termes d'esthétique dans le synopsis des légendes, rapportons la dernière intervention de Naph sur les plateaux de Léa. Elle a souligné que le net humain voit flou. Pour elle, il ne perçoit en général que ce qu'il a envie de voir. Des scènes saillantes, des comportements sautant aux yeux lui échappent. Il ne bronche pas, ou bien il se laisse aller comme s'il portait des binocles de verre fumé, ou bien comme s'il était impacté par quelque choc brutal, inattendu. Qu'en est-il de James ? Des gens le malmènent. Ils le provoquent. Des personnes plus jeunes ou plus vieilles que lui. Ainsi donc, James se laisse piétiner par tous et par toutes. La raison de sa passivité n'est pas à chercher ni dans la crédulité ou la bonté de James, ni dans la méchanceté ou le mépris de ses bourreaux d'un moment. Non. La raison est à creuser dans le bras de fer trivial mis en jeu dans chaque rapport humain, plus ou moins instantané ou durable. Cela se voit dans un ménage à deux. Le mari ou l'épouse domine le mari ou l'épouse. À l'école, le maître dirige les têtes blondes ou noires ou rousses. En entreprise, le chef de service torture ses assistantes. Dans un gouvernement élu, le président monarque contrôle ses ministres. Et dans un état militaire, où les généraux choisissent leur poulain en dehors de tout suffrage. J'en passe 1001 configurations de bras de fer, instaurées entre deux entités, à vrai dire, réunies pour avancer main dans la main dans un consensus nécessaire. En effet, chacune requiert les services de l'autre, et c'est le cas de James et de ses bourreaux, qui en réalité sont ses partenaires, ses cobayes, ses interlocuteurs amicaux, professionnels, familiaux, littéraires. En ce moment, je citerai Lika, une avocate de 32 ans. Née en Moldavie, elle parle, en plus de sa langue natale, le russe, d'autres parlers. L'anglais, l'allemand, le français et le djuranais. Elle a vécu à Berlin de 4 à 8 ans, puis de 18 à 25 ans. Le mois dernier, James et Lika se sont croisés dans un café littéraire au cours d'une séance de lecture au café Hélium.
Depuis cet instant, Lika abreuve la messagerie téléphonique saturée de James. Bien sûr, il sait exactement ce que Lika, dans ce cas, attend de lui. Il sait Lika dans le caca. Cherche un logis plus confortable que son appartement minuscule niché au 7e étage d'une résidence sociale, quoique située au cœur d'un arrondissement chic du 16e de Paris ou peut-être du 8e. Lika a même été agressée par 2 fois, seule blonde au teint nordique de la cité. Tous les jeunes, filles comprises, l'a eue quand elle traverse la cour, l'enclos sombre de son immeuble. Guillemets. Ton aide me sera précieuse pour m'en sortir, cher James. Sinon je retournerai à Berlin. Mon ancienne patronne me réclame, a-t-elle clairement précisé par SMS à James la semaine dernière. Mon ami James se sent harcelé. Il ne tardera pas à l'inviter. Elle a espacé ses messages. Il le lui dira en allemand. Il a déjà concocté le texte, tout prêt, tout beau, tout poli, tout joli, tout littéraire, tout allemand, tout sexy, tout snob, tout hypocrite. Le texte, il vient de l'écrire en français. Un outil de traduction a fait le reste. Comment prendra-t-elle la claque textuelle? Espérons que Lika, dans ce cas bien critique, approuvera James. Espérons qu'elle fera plus attention dans le futur, qu'elle évitera la saturation de la boîte vocale du garçon. Comme certaines personnes bipolaires, James a vite regretté sa mauvaise humeur. Pour s'en excuser, il adresse un gentil à mademoiselle Lika. Un mea culpa? Lisons, guillemets. Je kiffe, Lika l'a fait, de notre soirée d'hier. Ce matin au réveil, elle me gratifie de fraises gorgées de soleil, comme la tulipe hollandaise. Fin de guillemets. Chapitre 9. Exergue de Henry Miller. J'observais le visage de la fille lorsque le serveur lui transmit mon invitation. Tout excitée, je la vis sourire et regarder de mon côté comme si elle me reconnaissait. Jours tranquilles à Clichy. Henry Miller. Petit 1. Alors que le nouveau roman de Naf doit paraître dans 3 ans, elle annonce sur le plateau de la virgule de Léa le premier chapitre. Elle y souligne que le net humain perd ses repères quand il s'exile. C'est le cas de Lika, passée de la culture moldave, russe pour être précis, à la culture allemande et dernièrement, depuis 3 ans, à la culture française, parisienne. Par conséquent, des relents, des bouffées de nostalgie et de chagrin l'assaillent. Exilée tristement, elle s'apitoie sur son propre cas, pourtant loin d'être à plaindre en réalité, mais elle lâche des rivières torrentueuses, le regard inhospitalier des gens envers elle l'étrangère, peut-être espionne, ou pièce maîtresse d'un trafic international, sa peine à décrocher un poste dans le droit civil européen, vu que sa pièce d'identité est bloquée à la préfecture de police. Cette atmosphère délétère, sa solitude et les vils propos hostiles, sexistes, distillés sans honte à son encontre, tous fatras d'empoisonnées attitudes, l'enfièvrent. Et malade, elle a envie de prendre le train de nuit à partir de la gare de l'Est vers Berlin. Elle a envie de quitter Paris où les gens, sauvages et brutes, comme elle les qualifie, manquent de politesse. Selon elle, ils sont nus d'esprit, exempts de toute bonté de cœur. À ses yeux, ils ont beau se cacher, snob, sous un chapeau, sans mitoufler, dans un long par-dessus à la Colombo ou à la François Mitterrand. Lika les soupçonne d'être coincés au fond de leurs caleçons malodorants
à cause d'un manque d'hygiène attesté chez le net humain et des deux genres. Quartier chic ou quartier populaire, parité totale, parfaite. Lika, maltraitée, subit la même insulte, guillemets. Hé, tu t'allonges sur mon plumard, ma poule? Même chez les classes éduquées, les hommes manquent de courtoisie et de respect, surtout devant le beau sexe. Le 29 septembre dernier, installée, rêveuse, sur une terrasse d'un café littéraire, Lika est en train de feuilleter L'être et le néant d'un existentialisme dit humaniste. Le serveur vient pour noter la commande, elle lui répond « J'attends un ami ». C'est vrai, James la rejoindra. Et 10 minutes plus tard, c'est au tour de la serveuse maintenant de vouloir noter la boisson ou le café gourmand à servir à Lika, qui lui répond ce qu'elle a dit au premier serveur. Tout en continuant de lire, elle vient de brûler une 4e clope. 20 minutes plus tard, le premier serveur revient à la charge. 15 minutes plus tard encore, la serveuse elle aussi s'invite. James ne la rejoint toujours pas. Lika appelle le serveur. « S'il vous plaît, je voudrais un nouveau cendrier, je vous remercie d'avance. » Et vite, elle sort une cigarette et pan, pan, le serveur s'empresse de lui tendre un briquet. Une demi-heure s'écoule. James l'appelle. « J'arrive. » Lika appelle la serveuse. Elle commande 2 glaces. La serveuse lui apporte vite et fièrement les 2 glaces. Lika sort une cigarette, son plaisir divin. Et pan, pan, la serveuse la retient. Appelle Mohan, le serveur. « Du feu pour mademoiselle, fais vite et sans faute !» James, arrivé sur les lieux, s'attable à côté de Lika, puis il fait bien doter son béret avant de déposer un tendre baiser sur le front de mademoiselle Lika. Elle rougit et lui sourit. « Te voilà plus beau sans le béret. » Impatiente, elle lui pose la question brûlante. « Tiens-tu à me voir rester encore à Paris, ou bien m'accompagnes-tu pour mener ensemble notre barque vers Berlin ?» Alors, elle lui expose les pour et les contre susceptibles de la voir s'ancrer dans Paris ou lui dire adieu. Lika se lance par la suite dans les points négatifs d'une catégorie du peuple de Paris. Il faut le dire, Lika a tout lu des classiques et des penseurs célèbres, jadis de passage à Paris, américains, irlandais, algériens, autrichiens, polonais, tchèques, allemands, russes. Lika le sait. Des cercles fermés existent toujours, hermétiques, sectaires. À ce sujet, elle cherche à traduire son propre recueil de nouvelles, dont elle est fière. N'avait-il pas décroché le prix de la presse berlinoise ? En vain que son attaché de presse, Marit Bessler, tente de le publier en français. Lika en a parlé à James. À son tour, il a contacté Adeline, l'assistante de Naf. Non, il n'y aurait pas de place pour la langue allemande chez La Frimousse et la Plume. Mais Lika ne désespère pas. La semaine prochaine, elle frappera à la porte des lettres slaves, un éditeur lequel vouerait un vrai culte aux lettres de l'Europe centrale. Dans la foulée, j'ai conseillé James. Si d'aventure il soumettait à cet éditeur promouvant les lettres slaves son propre manuscrit, le texte, adressé à Naf le 30 juillet dernier, qui surfait sur les frasques de nos élus, ce texte auquel j'ai attribué un sous-titre, La gouvernante et le militaire. Petit 2. Exergue. Paris est sa vraie patrie. Il s'y plaît, il y est à l'aise, et dans toute sa joie et toute sa puissance, il aime les jeunes gens de Paris, les femmes de Paris, les nuits de Paris. Maître et valet, Jules Janin. Optimiste, Lika attend avec impatience son entrevue
avec Laura Wodarski, la directrice des lettres slaves. Elle se prépare avec James pour bien vendre ses nouvelles. À en croire Adeline, l'assistante de Naf, Lika critique excessivement Paris et ses intellectuels qu'elle compare aux chiens de Pavlov. Pourtant, Lika estime que ces nouvelles rendent hommage à l'univers magique parisien. Ses salons, ses cafés-théâtres, Pigalle la nuit, le Louvre, les causeries du mardi soir chez la comtesse de Ségur en son temps, Chopin, Nina, les ballets de l'Opéra Garnier. Sans conteste, Lika vénère Paris. Dans ses nouvelles, elle rappelle que c'est le centre de la culture et du beau. Elle se prosterne devant l'élégance et la politesse, aristocratique ou paysanne de ses hôtes, quand elle accompagne James dans les soirées mondaines. Lika a souvent retrouvé dans ces soirées toutes les descriptions lues à son adolescence dans les livres de poche, ces classiques français traduits en russe. Et Lika s'en pourlèche les babines. Il faut voir pour s'en délecter. Ces monstres de la mode, du mot juste, du fin calembour, de la polémique policée. Les convives n'en finissent pas d'échanger des politesses et des compliments. Tout marche à merveille. En général, comme la nuit est avancée et que le vin est censé avoir agi, Lika craint que les conversations tournent vite au vinaigre. Mais la réalité l'a souvent ravie, rassurée, étant donné que le Parisien et la Parisienne, en dépit de certains vulgaires clichés, supportent le vin. Et puis, ils n'en abusent jamais. Lika a été accueillie en vraie invitée d'honneur. Elle a reçu une vingtaine de cartes et d'invitations à des premières de cinéma, des vernissages, des défilés de mode, au salon des fleurs. Quand Lika dépeint cette atmosphère capable de nourrir l'esprit et faire pétiller l'œil, elle le fait en tant que narrateur, observateur embarqué sous la plume de l'auteur. Donc, ne confondons pas Lika, la plume, avec Lika, la narratrice de Paris sous le manteau, le recueil des 10 nouvelles de Lika, la Moldave, la Russe, l'Allemande, la Parisienne d'adoption, la chroniqueuse, la citoyenne du monde, la nouvelle muse de James peut-être. Elle pourrait aussi être sa future épouse. Bien sûr, moi, Joey, le vieil ami de James, je le vois mal la supporter 7 jours sur 7, étant donné qu'elle fume un paquet par jour. Revenons aux nouvelles allemandes ou russes de Lika. Elle met un réel espoir dans la maison des auteurs et des mots MOTS et des mots MAUX et des sons de cloche de l'Europe des lettres slaves. James, avant qu'elle ne rencontre Laura Wodarski, conseille à Lika d'encadrer ses nouvelles par une préface pour replacer les choses, les scènes, les comportements et les protagonistes dans leur élément naturel. Quand Lika publia ses nouvelles, elle vivait entre la Moldavie et Berlin, et sa connaissance des mœurs parisiennes était 100% livresque. À cette époque-là, elle n'avait pas encore lu les plumes contemporaines françaises. Elle n'avait pas encore baigné corps et âme dans la fine culture française. Alors James lui promet cette préface. Lika accepte. Elle lui tapote l'épaule avant de caresser du revers de la main sa joue gauche. À James d'exiger un plus de tendresse. La joue droite sera jalouse. Lika se lève. Elle appelle Mohand, le serveur, pour régler les consommations. Petit 3. À ce stade de l'écriture thérapeutique mienne, n'oubliez pas, chère lectrice, cher lecteur que moi, Joey, l'observateur de la société parisienne depuis plus de 20 ans, dans ses travers et coups d'éclat civilisationnels, moi, Joey,
Le futur éditeur du Pont de Fujita dans sa version française, actuellement édité à Berlin en allemand. N'oublions pas que je suis en train d'enregistrer la scène devant un café de Saint-Germain, le bistrot, où les serveuses et les serveurs tendent un briquet, à l'effigie de Jean-Paul Sartre, à chaque fois, dans notre cas, que Lika met une clope entre ses lèvres pulpeuses, dessinées par un rouge carmin, presque invisible. À présent, les deux clients de ce café chic, en face de l'église de Saint-Germain, à 2 encablures du quartier latin, en face de Montparnasse, sont en train de papoter, cela fait presque 3 heures. Lika appelle la serveuse qui accourt. Entre-temps, James se rapproche de Lika. Point. Il lui colle un baiser charnel. Gênée, la serveuse repart très intimidée. Ébahie, Lika dit à James « Tu m'as embrassé ?» Il en a ri. « Tu ne vois pas que le trésor et l'ambiance s'y prêtent, ma petite souris ?» James lui explique tout. Lika a détesté le baiser de James, mais son éducation romantique allemande lui interdit de repousser le prétendant. Entre nous, c'est flatteur d'être désiré. N'est-elle pas en train de sentir le tabac à vomir et traîner des poches, des cernes sous les yeux? N'est-elle pas en train de sombrer dans une solitude mortelle, haïe par son immeuble? De plus, dans ce café bondé de touristes en train de siroter des boissons fraîches, elle ne voit autour d'elle que des couples enlacés en train de s'embrasser sans jamais s'enlacer. James a même vu 2 femmes. Une coupe garçon, l'autre chevelure longue, fière de se rouler des pelles ou bisous larges comme des kayaks. En tout cas, Lika se plaît à Paris. La serveuse revient. « Voudriez-vous boire un dernier bon coup, chère demoiselle, cher monsieur ?» À Lika de dégainer la première. « C'est quoi le menu du jour ?» Lika lui coupe la parole et demande à Malika, la serveuse, de lui sortir la facture. Une fois revenue avec la machine lectrice des cartes bancaires, Malika constate que Lika, toute pâle, est en train de sangloter. « J'ai mal. Où sont les water SVP ?» Et Malika et Lika ensemble quittent James. 5 minutes après, les 2 clients du bistrot sont en train de longer la rue des Saints-Pères. Ils traverseront le quai Voltaire et le pont du Carrousel avant de fouler le Palais Royal. James habite Rivoli. En cours de route, Lika avoue être triste de n'avoir pas déjeuné au café du tandem Malika et Mohand, les 2 serveurs originaires de province. Malika vient de Bretagne et Mohand, lui, est né du côté de l'Alsace reconquise. James lui explique tout. Sa cuisinière à lui, une indienne de 56 ans, a préparé un excellent rôti de dorade avec sa sauce mauricienne piquante au curry. Voilà comment Lika a pénétré le nid de James. Depuis cet après-midi à la dorade, Lika ne dort plus chez elle. Ils font chambre à part. 1 semaine s'est écoulée. Et James a fignolé la préface attendue. Lika l'a trouvée captivante. Elle lui a plu et la valide sur le champ. Désormais, il ne restera plus qu'à contacter Laure Wodaski, l'éditrice. En 48 heures chrono, elle a donné son accord de principe pour publier Lika. La romancière, aux anges, voit plus clair. Bien sûr, ces nouvelles ne susciteront pas un enthousiasme grandiose chez le lecteur parisien, assez formaté. Bien sûr, Lika doit régler son affaire de déménagement précoce en quittant son appartement sans préavis de départ. Bien sûr, James supporte mal le tabac, et ce serait difficile pour elle, habituée à la cigarette depuis l'âge de 18 ans, de s'en débarrasser.
James a proposé un marché gagnant-gagnant à mademoiselle Lika. Il accepte de la loger jusqu'à la fin de l'année, à condition que Lika ne fume ni dans la salle de bain, ni sur le balcon, dans tout l'appartement non plus. Elle sera la bienvenue chez lui. Il lui filera le double des clés, à condition qu'elle n'invite aucun homme chez James. Elle ne paiera aucun loyer. Mais James lui serait reconnaissant si elle acceptait de repasser ses chemises, 10 à lui, chaque samedi midi. Il serait encore ravi de la loger plus longtemps, si bien entendu, elle évitait de se saouler chez lui. Lika a dit oui à cette hygiène de vie inespérée pour elle. Elle a dit oui une matinée. James venait de rentrer avec des croissants chauds et couvant sous le bras un quotidien avec ce titre de première page « La bataille de Syrte se poursuit ». Les hostilités se passaient en Libye. Ce riche pays est en train d'être mis à feu, à sang, par les puissances nucléaires occidentales, orientales selon Lika, fière de la position neutre de sa patrie, la juste Russie. Chapitre 10. Petit 1. Une semaine après son passage sur le plateau de la virgule de Léa, Naph, interviewé, dévoile sans gêne ni tabou sa relation avec un ministre de 52 ans. Elle explique qu'il l'avait courtisée pendant 2 ans sans s'en lasser. Il lui offrait parfums et fleurs chaque semaine. Comme elle refusait de le rejoindre dans son hôtel de luxe, il tenta un dernier coup, une poésie mignonne. Guillemets. Cela fait à peine 2 jours que notre amitié se tient. Je ne sais, mais j'ai un amour mien pour elle, et c'est bien. Comme ce ministre, James ne déroge pas à la règle. Maintenant que Lika a bien accepté d'emménager chez lui, le commun des mortels oubliera que ce succès n'est pas tombé du ciel comme ça. Moi, Joey, le confident de James, moi, je sais les efforts surhumains déployés, sa tendre sensibilité, sa générosité, quoique hypocrite, pour gagner la confiance de Lika. Lisons un SMS bien intime envoyé par Lika pour répondre à la cour soutenue de James. Honey, love me, bis bald. Traduction de la lectrice. Mon petit chéri, aime-moi, en anglais, et ensuite en allemand, bis bald, à bientôt. Ici, Lika et James sont arrivés là à un stade évident de tendresse. Le dialogue entre eux est synonyme de plaisir, de douceur, de sucre, d'où le terme honey ou miel, arrivé tout naturellement dans le SMS en anglais. L'allemand, langue de l'intime, l'anglais, langue de l'universel, se succèdent en harmonie. Le vocabulaire est pauvre, certes, mais la complicité est là. Est-ce que je ne les envie pas? Un SMS à lire, guillemets. Je suis là, c'est une catastrophe. Je suis devant la presse, le kiosque à journaux. Je suis en robe noire, avec des bandes oranges, sac blanc, moi, grande blonde. Lika partage désormais avec James ses failles les plus intimes. Au moment même de le retrouver, elle doute du bien fondé de sa démarche. Quelle catastrophe? À moins que cette catastrophe ne renvoie à l'habillement de Lika, dont elle serait tout à coup insatisfaite. Il est clair qu'on envisage mal à cet endroit-là une toute autre langue que celle de la France,
pays connu pour son ciselage, des cheveux en 4. Petit 2. James et Lika viennent de lancer une pétition sur le net pour pousser l'opinion publique française, de gauche, de droite, du centre, des extrêmes, des abstentionnistes, à participer massivement au prochain scrutin de mai. Ils veulent porter une alternance démocratique, mais ils n'ont retenu nulle adhésion populaire. James regrette la réussite du pouvoir à nous monter les uns contre les autres. Cependant, la position tranchée de Lika est forte. De quoi je me mêle? Elle avait critiqué Jean-Paul Sartre dans ses nouvelles augmentées « Paris sous le manteau ». Je n'en avais rien dit à James. Elle l'avait critiqué pour critiquer. Désormais, James est d'accord avec moi sur ce point. Guillemets. Joey, Lika va loin. Mais ce n'est pas grave, puisqu'elle retire une sorte de nirvana à mépriser les artistes français. Du moins, elle adore polémiquer. James la comprend à la lumière de son éducation, à elle, communiste, socialiste. Cet héritage du régime soviétique va toujours en guerre contre l'Occident. Fermons l'œil devant ce soupçon de parti pris de Lika. D'un autre point de vue, de la vérité subsiste, quoi qu'on en dise. En dehors de toute fibre patriotique, la France nécessite une vraie alternance, pas seulement une simple alternative, qui n'est qu'une sorte de poudre aux yeux. Échaudés, Lika et James ont pris leur décision. Bientôt, ils s'installeront à Berlin. Lika a gagné. Elle a beau défendre que Paris sous le manteau, son recueil de nouvelles augmentées, est un hymne à la ville lumière, au savoir-vivre à la française. Je ne la crois pas, autrement elle serait encore à Paris. Petit 3. Exergue de Paul Morand. Ici, ce n'est plus un problème, car en l'honorable Fujita Suguharu, l'Orient et l'Occident se sont fondus. Des artistes sans mensonge de Paul Morand. Certains jours, je crois que je ne sais plus qui est James. Pendant plusieurs mois, James avait été persuadé de vomir la modernité, convaincu que vouloir être moderne équivalait à vouloir être idiot. Il m'appelait à 2 heures du matin pour partager avec moi quelques tranches choisies de modernité aiguë. Nous avons beaucoup ri. La plupart des lignes contenues dans ce présent témoignage sur le net humain, la net humaine, Fanny et son mari Fred, le GIC parisien, sont issues de ces instants où nous avons consigné les travers de notre drôle de monde, et je le cite. Pour me rassurer, James, à peine arrivé à Berlin, m'appelle à 9h34. Joey, nous avons pris du retard. Le train a marqué un long arrêt à Forbach. Maintenant, nous sommes à la porte de Brandebourg. Je viens de poster une surprise sur notre blog. Et il a raccroché, comme d'habitude. À moi de jouer l'ami solidaire. Aussitôt, j'ai navigué sur leur blog et je lis ceci. Bonjour Berlin, au revoir Paris. Le lendemain, Lika et James m'invitent chez eux à Berlin, rue Alexanderstrasse. Ce que j'ai fait par avion. Nous voilà au même café où je leur avais proposé Les étrangers de Berlin, comme nouveau titre à leur ouvrage Le pont de Fujita, un ouvrage écrit à 4 mains, et désormais à 6 mains, puisque je viens de l'enrichir après l'avoir taillé en jetant beaucoup de sautes d'humeur et de discours politiciens ennuyeux de James. Bien sûr, ces pages jetées par mes soins
ont été choisis en concertation avec James et Lika, qui m'ont donné leur feu vert pour dégrossir leur ouvrage. Dans ce café berlinois au nom français, j'ai reproché à Lika de mentir à son fidèle public quand, dans ses nouvelles Paris sous le manteau, elle prétend par la voix de ses personnages adorer la ville lumière. Pourquoi a-t-elle quitté Paris et lui préféré Berlin? Immédiatement, pour se faire pardonner, tandis que la barmaid s'apprête à prendre la commande, elle veut changer le titre actuel, Les étrangers de Berlin. Elle propose Café Balzac. Ce sera sous ce dernier titre que je lancerai la seconde édition de leur ouvrage. Dès mon retour à Marseille, Balzac, pour dire son respect pour la littérature française et par ricochet, pour Paris. Une minute d'attention. Que deviennent Alice, Fred et Fanny? Nous le saurons dans le prochain tome. Naph en est la future narratrice. James en sera fou. Cette Naph le torture sans cesse, avec ses publications admirées de tous, de toutes, partout à l'échelle mondiale. Elle recueille le même succès, le même respect que la belle plume de Yasmina Khadra, qui vient de frapper 2 grands coups à travers le sel de tous les oublis et Pour l'amour d'Héléna. Une dernière curiosité, que deviennent Mercedes et Rime? Elles faillirent succomber au virus asiatique au mois de mars 2021, récent, passé. À présent, elles vont bien. Rime attend l'ouverture des frontières entre Alger et Paris. Elle trépigne d'impatience pour rendre visite à sa grande famille algérienne, kabyle, du côté de Gigel et Skikda et Oran et Béchar et Tipaza et Targat Marzit. Mercedes, elle, habite chez moi à Marseille, mais elle compte rentrer au Guatemala dès que possible. Le dernier confinement et son couvre-feu l'ont épuisée. Et si je l'accompagnais? Joé, Marseille, mai 2021. Fin de l'ouvrage.